Martino. Le cauchemar de tous les woke. On parle d'économie avec Francis Gosselin. Et Francis, il y avait un vote important pour Nordvolt aujourd'hui. Explique-nous ça. En fait, comme tu le sais, Richard, l'entreprise s'est placée sous la protection de ses créanciers, là, ce qu'on appelle aux États-Unis le Chapter 11. Dans le fond, ça permet à l'entreprise, c'est comme une faillite, mais en fait, c'est une manière de dire tous ceux qui ont des actions dans l'entreprise, on perd un peu leurs droits temporairement. Puis pendant ce temps-là, évidemment, l'entreprise cherche à se réorganiser, fait une proposition, dans le fond, pour réorganiser le capital. Puis donc là, il y avait une assemblée extraordinaire aujourd'hui. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont au moins obtenu là, le droit de un peu continuer à opérer, parce que là, si on avait obligé d'arrêter toutes les activités, tu peux comprendre que ça aurait fait très, très mal, là, même fermé pour réouvrir dans un mois. Donc, c'est la bonne nouvelle pour aujourd'hui. Donc là, actuellement, on ne sait pas exactement là, où chacun des projets de Nordvolt en est. Il y a évidemment l'usine là en Scandinavie, en Suède, là, qui est la plus importante et la plus avancée. Elle va reprendre certainement ses activités, même si son déploiement, là, sa croissance risque d'être fait au très, très, très ralenti. Le chantier chez nous, pour l'instant, là, semble stagner, donc le projet n'est pas mort, mais il avance pas. Et il y a d'autres projets qui sont carrément là, qui vont rester dans les boîtes là, chez Nordvolt. C'est sûr, Richard, si l'entreprise peut recommencer à opérer puis éventuellement vendre un petit peu là, de son produit, de ses extrants, puis générer des revenus, ben c'est mieux que si elle n'est pas capable de faire ça. Donc, c'est ce qu'on espère, là, je pense, de la part des investisseurs. Mais là, tu dis, toi, elle est comme en mode zombie, c'est-à-dire, elle est vivante, elle existe, mais il n'y a pas grande possibilité de croissance, là. Ouais, ben tu sais, l'entreprise a 5,8 milliards de dollars de dette, puis je pense fait quelques dizaines de millions de revenus, là, tu sais, donc ça a comme pas rapport. Ils ont obtenu là un prêt de 100 millions de dollars là, d'un de leurs partenaires clients en Europe, mais tu sais, je comprends que pour les gens, 100 millions de dollars, c'est beaucoup, mais tu sais, je sais pas combien qu'ils brûlent par semaine en salaire, en équipement, en électricité, mais tu sais, 100 millions, ça va pas durer un an, là. Donc, c'est sûr qu'il faut restructurer, puis éventuellement, il va falloir que, on sait pas qui, remettre de l'argent. Puis c'est là où éventuellement peut-être que le Québec, le Canada va être à nouveau interpellé. Là, je spécule pour l'instant, mais tu comprends que si on veut que le projet se fasse ici, qu'il continue, peut-être qu'il va falloir... Mais Francis, j'espère, tu le sais, l'expression anglaise, don't put bad money over... Don't put good money over bad money. Good money after bad, ouais, c'est ça. C'est ça, là, à un moment donné, là, on a assez donné, là. Ouais, mais en même temps, je sais pas comment dire, le projet est encore là devant nos yeux, il pourrait encore créer des emplois. J'essaie pas de te dire qu'il faut le faire, là, Richard, là, puis je sais que ça va fâcher bien du monde, mais juste dans la logique purement économique, ce qu'on a mis dans le passé, c'est passé. Maintenant, il faut regarder vers l'avenir. Est-ce qu'on veut cette méga usine? Est-ce qu'on veut une filière batterie? Est-ce qu'on veut... Puis là, c'est pas à moi de répondre. On pourrait le considérer. Puis encore une fois, si on a éliminé beaucoup de la dette, peut-être que l'investissement, puis encore une fois, je parle juste là, comme un financier, là, je sais qu'il y a toute une dimension politique à ça, mais comme un financier, si on a éliminé beaucoup de la dette, puis qu'on est comme quasiment certain de récupérer un rendement sur notre investissement, ça pourrait être intéressant d'en remettre. C'est d'ailleurs le pari qu'a fait Québec dans Airbus, là, l'A220 à Mirabel. On a remis de l'argent, mais parce que là, plus ça avance, plus on est certain d'en récupérer une bonne partie. Donc, écoute, comme je te dis, je te fais pas de prédiction, mais chose certaine, l'entreprise n'est pas morte. Ton expression de zombie est peut-être la meilleure, mais donc elle va continuer à vivre sur le respirateur artificiel. Mais c'est ça, sur le respirateur. Écoute, tu as écrit une chronique en disant que le Canada est en grosse position de faiblesse là, pour négocier avec les États-Unis et avec Donald Trump. Je veux dire, notre premier ministre a démissionné. Alors, après ça, là, il y a beau japper, là. Elon Musk a d'ailleurs dit, ce qu'il dit maintenant, Justin Trudeau, ça n'a plus aucune Christie d'importance. Ça nous rentre dans l'oreille, puis ça nous sort par l'autre, là. Ouais, puis c'est un peu drôle parce que je sais pas si t'es comme moi, Richard, mais il me semble que depuis l'élection de M. Trump, puis que ces histoires là, d'annexion du Canada, de 51e État et tout ça ont commencé, j'ai trouvé que Justin
Trudeau était très mou. Il disait rien, il répondait pas aux attaques. Puis je sais pas, t'as dû en parler avec Luc La Liberté là, plus tôt, mais quand t'es dans la cour d'école puis que t'as un bully là, qui arrête pas de te pousser, à un moment donné, Christy, tu te lèves puis tu lui fous un poing sur la gueule. Je veux dire, ceux et celles qui ont été victimes de ça. Là. Fait que, Justin Trudeau a comme pratiquement rien dit. Je pense qu'il se la jouait un peu diplomate, mais je suis très intrigué parce que là, il sait qu'il s'en va. Il a annoncé. Il est sur ses derniers 1000. Techniquement, il est encore chef du Parti libéral et premier ministre jusqu'à ce qu'on ait élu un nouveau chef. Et là, c'est comme hier, il a fait une sortie sur X en disant, no chance, là, c'est impossible que, et c'est comme un peu s'il commençait là, à réagir. Et là, tout de suite, M. Musk lui a répondu. Et il le traite de jeune fille, là, girl. Ah, oui. Ce qui est un peu, un sexiste, mais surtout très minimisant et très insultant. Et là, ce que j'aimerais proposer, tu te rappelleras, parce que j'ai écouté un balado aujourd'hui sur la carrière de Justin Trudeau. Je m'intéresse là à qu'est-ce qui nous emmenait aujourd'hui. Puis tu te rappelleras qu'au tout début, il y avait eu ce match de boxe contre Patrick Brazeau, qui était un conservateur, et Justin Trudeau avait gagné. Hein? Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Et donc, j'aimerais proposer, là, puis je vais le mettre sur X tantôt, à M. Musk et M. Trudeau, un combat de boxe. Et là, on pourrait voir qui est la fillette. Hein? C'est qui la fillette? Et là, peut-être que finalement, Justin Trudeau casserait la gueule à Elon Musk, ce qui serait quand même assez spectaculaire. On le sait pas. On sait que M. Musk est aussi un batailleur. M. Trudeau, quand il a démissionné, il l'a dit plusieurs fois, je suis un batailleur, I'm a fighter. Donc, peut-être que finalement, ça pourrait mener à un bon spectacle, puis ça permettrait de régler cette affaire-là. On pourrait même mettre en jeu, là, dans le ring, le Canada, en fait. Fait que si Justin Trudeau gagne, on reste indépendant. Si Elon Musk l'emporte, on est annexé. Je blague, évidemment. Pendant que tu parlais, Jean-Philippe Leroux, notre réalisateur, montrait des extraits, justement, du combat Trudeau-Brazeau. Puis, m'a dire, c'était un vrai combat de boxe, hein? Ça se fait ça. Les deux s'étaient beaucoup entraînés et ça avait été quand même un combat professionnel, mais ça en avait toutes les apparences. Puis bon, c'est quand même, pour moi, on va se le dire, là, je fais des blagues avec ça, Richard, mais je trouve ça un peu débile, personnellement. Pas la boxe, je trouve ça un beau sport, mais que des leaders politiques rentrent dans un ring pour se taper sur la gueule. Je veux dire, ces gens-là, ils ont rien d'autre que leur cerveau là, à vendre, soit dit en passant. Fait que, imagine, un des deux est KO, là, puis est obligé de prendre 6 mois de thérapie pour se remettre à marcher. C'est un peu bizarre. Francis, en terminant, là, justement, sur le combat, la guerre, c'est une guerre économique entre le Canada et les États-Unis. Marc Bellemare, l'avocat, a écrit un texte. Il tente de convaincre les souverainistes de voter conservateur aux prochaines élections. Mais je voudrais te lire un extrait de son texte pour savoir ce que tu en penses. Il dit, en parlant des États-Unis et du Canada, « Nous avons beau bomber le torse et faire toutes les bravades, notre poids démographique qui dépasse à peine celui de la Californie, notre économie sous-performante et nos déficits aussi récurrents que croissants n'ébranleront jamais la puissance planétaire qui trône au sud. » Qu'est-ce que tu en penses? Ben, tu sais, c'est une des thèses actuellement que il semble que les conservateurs veulent adopter. C'est comme un peu sans plier l'échine face à cet acteur. Je remets pas en cause ce qu'écrit M. Bellemare. Ils sont la puissance planétaire. Ils sont 10-15 fois plus gros que nous en termes économiques. Mais personnellement, je pense qu'il faut, au contraire, plutôt se battre, faire valoir nos points. Puis je pense que c'est là où M. Trump, là, il aime pas l'aplaventrisme. Il aime ça, être un peu les hommes forts, comme je l'ai écrit dans mon texte dans le journal plutôt cette semaine. Il aime Xi Jinping, il aime Vladimir Poutine, il aime les dictateurs. Souvent, je dis pas qu'il faut que M. Poilievre se comporte comme ça, mais si on est là pour dire « là, ils sont la grosse puissance, on va faire ce qu'ils nous demandent », je pense qu'ultimement, c'est comme un bully dans la cour d'école. Tant que tu le laisses faire, il va te prendre ton argent de ton lunch, puis il va te prendre ton nouveau manteau, puis à un moment donné, il faut que tu te redresses. C'est ce qu'on dit quand tu rentres en prison, ça a l'air qu'il faut que tu ailles à la cafétéria, tu spots le gars le plus gros, puis tu essaies de péter à gueule pour avoir le respect de tout le monde. C'est à peu près ça. À tes risques et périls, hein, comme les prisonniers le savent certainement. Donc, comme je dis, c'est pas moi qui va aller se battre, fort heureusement, mais il y a en tout cas une théorie qui veut qu'on serait peut-être mieux, puis M. Poilievre, s'il est élu, serait peut-être mieux d'arriver fermement en disant à M. Trump, je vais négocier, on va faire des tractations, on va négocier durement ensemble. Puis, tu sais, drôlement, M. Trump, si on enlève toute la rhétorique un peu stupide là, de l'annexion et tout,
il veut comme nous faire un deal. Là. Il aimerait ça qu'on soit, entre guillemets, le 51e État. On pourrait être ça sans être ça, si tu vois ce que je veux dire. On pourrait enlever la frontière, mais il faudrait juste beaucoup plus s'intégrer du point de vue économique, du point de vue de l'immigration. Est-ce qu'on a envie de laisser ça aller? Je sais pas. Mais chose certaine, il y a quelque chose à gagner là-dedans, je pense. Puis je pense que M. Musk le sait aussi. Son style à lui, Trump, c'est qu'il donne une gifle, puis après ça, il dit « OK, on va s'asseoir, puis on va discuter. » OK, merci beaucoup, Francis Gosselin. À demain. Salut. À demain.